Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis Robert Nelson. Vous êtes sur les ondes de La Voix du Bas à Radio-Bas-Canada. À ma gauche, mon fidèle copilote Sam. Et merci d'avoir avec nous aujourd'hui Jean-Sébastien Fallu, professeur, chercheur et militant en toxicomanie, et Mathieu Giroux, jardinier militant. Messieurs, merci pour l'invitation. On se retrouve à un moment clé de l'histoire du Bas-Canada. On arrive très proche du 17 octobre. La légalisation va frapper. Je vous invite parce que c'est une discussion que j'ai envie d'avoir depuis longtemps à propos de qu'est-ce que ça veut dire, pour la société canadienne, pour la société québécoise, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de se lancer en tant que société dans cette aventure-là, puis qu'est-ce qui est votre point de vue sur qu'est-ce qui est en train d'arriver dans la mesure où on se pose tous la question, qu'est-ce que ça va affecter dans notre vie au jour le jour? Puis moi, je suis intéressé à savoir des points de vue de des personnalités, de des personnes qui amènent un point de vue qui n'est pas en train d'être observé, qui n'est pas en train d'être assez mis de l'avant. Selon moi, selon mon humble avis, de personnes qui consomment depuis longtemps, je suis à l'affût de parler à des personnes par rapport à informer les gens sur à quoi on peut s'attendre principalement, puis de jaser de tout ça, voir qu'est-ce qu'on en pense. À quoi s'attendre? C'est dur à dire à quoi s'attendre. Je pense qu'on vit déjà avec ça depuis plusieurs dizaines d'années. À savoir comment ça va tourner, seul le temps va nous le dire. On part de loin, on s'en va quelque part, mais je pense que ça va alléger énormément de stress et de pression sur presque toute on pourrait dire la classe sociale, la classe ouvrière, parce que c'est un peu elle qui écope toujours. J'aime pas utiliser ce terme-là, mais c'est une image, je pense, qui rend bien, qui rend bien quand même. Puis, je pense que il va y avoir une éducation qui va rester à faire. Et puis, c'est un peu le point de départ qui devrait être mis de l'avant. Par contre, j'ai l'impression qu'on se lance de suite dans la vente et dans le profit direct, quitte à négliger un peu l'aspect éducatif de la chose. Ben, effectivement, où est-ce que ça va nous mener, c'est dur à dire avec précision, mais je pense qu'il n'y aura pas de catastrophe, d'apocalypse. C'est assez fascinant de voir comment il y a plein de gens qui s'attendent à... Comme si même il allait tout d'un coup apparaître une nouvelle substance dans notre société, là, qui est pourtant déjà là depuis longtemps. Et, je pense que la situation va quand même objectivement s'améliorer. Ça peut être long, ça peut être lent. Il y a des choses qui peuvent être pires, mais grosso modo, ça va être une avancée. Puis plus le temps va passer, plus la légalisation, puis le cannabis va faire partie des mœurs, puis que les gens vont constater justement qu'il n'y a pas d'apocalypse comme on aime bien l'annoncer actuellement, là. Tout le monde aussi un peu, je pense, grossit le portrait pour tirer intérêt, soit financièrement, des budgets, décider ça. Là, tout le monde, je ne veux pas nommer personne en particulier, mais toutes les institutions, les corps policiers, les associations de propriétaires, tout le monde voit la catastrophe, mais je pense qu'il y a un peu de jeu politique là-dedans, avec l'opposition aussi. Bon. Mais les gens vont voir qu'il n'y a pas grand-chose de tout ça qui va se passer. Puis oui, il va y avoir des petits problèmes, des ajustements. Mais grosso modo, ça va être mieux et de mieux en mieux. Puis la situation va être meilleure qu'une prohibition qui, franchement, n'atteint pas ses objectifs puis entraîne des problèmes. Puis jusqu'ici, même si on ne peut pas tirer trop de conclusions, ce qu'on a vu ailleurs, c'est loin d'être la catastrophe. Puis je pense qu'on peut s'attendre à ça minimalement, que ça va être de mieux en mieux puis pas apocalyptique. Ouais, moi, mettons, une espèce de... C'est ce qui a, entre autres, motivé ma volonté de vous inviter puis d'en jaser, c'est que je suis quand même très surpris de l'idée que dans 2 mois, tu peux rentrer dans une SDCQ puis à mettre la main légalement sur... Puis ça, j'ai pas de problème avec l'aspect légal, la chose au contraire, mais mettre la main sur des formes de cannabis très élevées que moi-même, en tant que consommateur de longue date, je considère que c'est pas à n'importe qui que j'offrirais ça comme possibilité. Je suis surpris surtout, pas de la disponibilité qui va être légale, je suis surpris de l'absence de pédagogie de la part du gouvernement. Puis, tu sais, je me considère pas comme quelqu'un de tant informé que ça, c'est juste que dans le discours public, en ce moment, j'entends pas, puis je suis pas en train de dire qu'il faudrait que ça soit alarmiste comme approche, mais c'est juste que ce que j'entends, c'est soit une forme de propagande un petit peu de type, justement, soit la catastrophe va arriver, faites attention, c'est aussi pire que le crack cocaine, etc., ou d'une autre part, c'est juste du monde qui dit, on va pouvoir se défoncer raide, puis ça va être rendu légal. Puis moi, en tant que personne qui fume depuis longtemps,
j'arrive dans tout ça, puis je fais, il me semble qu'il n'y a aucune de ces deux voies-là qui me semble qui me semble, en fait, celle qu'on devrait peut-être en tant que société explorer. Puis moi, je me pose la question à savoir, est-ce par ignorance, est-ce par une... genre, je sais pas, j'ai pas de réponse à fournir à ça, mais je considère, je suis surpris de ça, que la légalisation, ça pourrait accompagner, du moins dans le discours public, dans ma perception, par une stratégie de pédagogie de la part du gouvernement. Ben, il y en a une, mais pas super visible, pas super efficace, pas super nuancée non plus. C'est un sujet super émotif, comme bien d'autres, qui polarise, puis c'est difficile aussi politiquement de se positionner. On est plusieurs à essayer de ramener une espèce de neutralité, puis d'objectivité là-dedans, mais veut pas, il y a cette polarisation-là qui était là, il y a une stigmatisation autour de cette substance-là, puis c'est vrai qu'il y a des gens qui la banalisent beaucoup, puis d'autres qui la dramatisent beaucoup, puis ça change pas du jour au lendemain, puis le gouvernement en place, puis le Québec en fait le voulait même pas, là, puis il arrête pas de le dire, là, c'est pas nous, là, mais c'est vrai que c'est pas simple d'un point de vue politique. Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a lieu d'avoir une éducation nuancée, puis il y a plusieurs spécialistes qui disent que ça prend ça, une vraie bonne prévention, mais malheureusement, les impératifs politiques, moraux, prennent souvent le dessus, puis il y a eu des campagnes, on voit qu'on parle plus à l'électorat, puis à calmer les parents, que de réellement faire une prévention puis une éducation qui est franchement nécessaire. Oui. Moi, c'est mon domaine premier d'expertise, puis j'arrête pas de dire qu'il faut le faire. Il y a de plus en plus d'argent pour ça, mais c'est vraiment perfectible, puis il y a beaucoup mieux à faire. Ouais. Moi, je me demande, ça va ressembler à quoi la qualité du produit, parce qu'un des arguments principaux de la légalisation, c'est de pouvoir contrôler justement la force puis la puissance du produit. Puis toi, Mathieu, t'as été horticulteur pendant longtemps, relié à ça. Puis il y a toute cette science citoyenne qui s'est créée pendant les dernières années dans la clandestinité, d'une production, d'une diversité énorme. Comment tu vois ça aujourd'hui avec des grands conglomérats, de la consolidation, puis des processus industriels de production? Est-ce par rapport à cette qualité-là, je pourrais faire un parallèle avec l'alcool. Tu vois, j'ai travaillé dans le milieu de la microbrasserie pendant environ 5 ans. On a vu le marché évoluer énormément. On a vu beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont lancés en affaires dans le monde de la microbrasserie. Et puis, en parallèle de ça, il y a toujours eu les grands joueurs, les gros portefeuilles de propriétaires, des agglomérats je pense que c'est 3 ou 4 groupes qui possèdent la presque totalité des bières commerciales sur la planète. Ce qui fait que au début, ça a fait peur. Ça a fait peur à beaucoup de gens qui voulaient se lancer en affaires en disant il y a des gens qui ont de l'expertise, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, qui fournissent déjà le marché. Comment nous, on est capable de tirer notre épingle du jeu par rapport à ça? Ce qui fait qu'actuellement, il y a quelques compagnies qui appartiennent à 2 ou 3 groupes qui fournissent tout ce qui est cannabis médical au pays. Et j'ai l'impression que ce qui va se passer, très personnellement, c'est que dans les 5-6 prochaines années, le marché récréatif va rouler avec ceux qui sont lancés dans le médical au départ. Puis ma crainte là-dedans, c'est que le médical va être laissé de côté au profit du récréatif. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une éducation puis d'accompagner la population là-dedans, on entretient la peur, puis on vend le produit sans l'expliquer. Ce qui fait que je suis pas mal certain que ce qui va se passer, c'est un peu en parallèle avec une microbrasserie. C'est les gros joueurs qui vont fournir le marché pendant les premières années, puis à un moment donné, il risque d'avoir des gens qui vont se lever, puis des assouplissements de la loi qui vont permettre aux gens de faire comme de la microculture, si on veut, en parallèle avec les microbrasseries, le craft cannabis, dans le fond, qui va permettre d'ouvrir aussi un marché dans la disponibilité des cultivars, dans les variétés, dans les croisements. Il y a beaucoup de personnes qui vont être capables, de par leurs connaissances acquises dans les années de prohibition, d'étaler au grand jour leurs connaissances et leurs capacités pour aller cibler exactement tel type de personnes avec tel type de problématique va être beaucoup plus facile à gérer avec ce type-là, dans cette allée-là. Un peu comme c'est fait actuellement avec l'alcool. Mais en même temps, le parallèle avec l'alcool est un peu traître parce qu'il n'y a pas beaucoup plus d'éducation qui est faite avec l'alcool.
Si on regarde sur une base annuelle, il y a de la publicité puis de la prévention dans le temps des fêtes, puis c'est à peu près ça, tu sais. Puis les campagnes actuelles de prévention de cannabis, ils misent beaucoup sur la peur du produit, mais dans la campagne de publicité, chaque personne qui est là consomme de l'alcool. Donc, ce qui fait que socialement, c'est accepter l'alcool, mais le cannabis fait encore très peur. Quand au final, c'est 2 substances qui sont disponibles actuellement sur le marché, puis il n'y a jamais personne qui a été dans la problématique de s'en procurer. On s'entend que dans les 20 dernières années, je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas été capable de se procurer ce qu'il voulait, que ce soit au niveau du cannabis, au niveau de l'alcool, au niveau de toutes les autres drogues. Ce qui fait que l'éducation est beaucoup plus importante que le résultat actuel des choses. Parce que présentement, ils entretiennent la peur en vendant le produit, ce qui fait que ça ne fonctionne pas. T'sais, on vend encore des cigarettes, mais on sait pertinemment que c'est un problème, mais on l'entretient. Ce qui fait que dans les prochaines années, je pense qu'il va y avoir une ouverture. Mais je pense qu'il va falloir qu'on soit plusieurs à travailler puis à pousser pour ça, pour être capable de faire notre place en tant que jeune entrepreneur. J'ai envie de rebondir. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Le médical que tu disais qui risque de disparaître aussi, en plus que les associations médicales sont plutôt en défaveur du cannabis médical. Puis même, j'ai entendu des représentants dire comme ça va être accessible, puis comme il n'y a pas vraiment de preuves médicales à ce point-là, en fonction de leurs critères, ben laissons tomber le régime médical, puis laissons les gens aller sans suivi par rapport à ça. Mais toute la question aussi de la microproduction, macroproduction, on est plusieurs à dire depuis longtemps qu'il faut permettre la microproduction, comme tu dis, mais moi je crains que, parce que ça va être autorisé là, avec C45, il y a des microproducteurs qui vont être autorisés, mais il y a des grandes chances que les gros les rachètent après 2 ans puis qu'il n'y en ait plus. Puis moi ça c'est une de mes craintes. On est quand même dans un monde capitaliste, néolibéral, puis il y a ce risque-là de voir des grosses industries derrière le produit. Puis en termes de qualité, ben quand on regarde les exemples du tabac, ils ont des puissances financières puis des connaissances scientifiques souvent plus poussées que Santé Canada. Puis donc, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent sans contrôle. Puis c'est sûr que c'est dans une logique justement néolibérale, ces industries-là rapportent de l'argent. Le gouvernement est quasiment plus favorable à ces gens-là qui rapportent de l'argent qu'à des gens comme moi de la santé publique qui coûtent de l'argent, là, qui en rapportent très peu. Fait que tout ça, effectivement, ça m'inquiète. Puis l'éducation que tu nommes, moi, j'insiste parce qu'effectivement, tout le monde est d'accord, il faut plus d'éducation. OK, mais de l'éducation puis de la prévention de quoi à quoi, tu sais. Souvent, les gens, c'est il faut prévenir. Tu sais, comme attention, le pot, c'est dangereux, prends-en pas, tu sais. Mais cette prévention-là, qui peut être utile dans une certaine mesure, est vraiment incomplète. Il faut aller vraiment beaucoup plus loin. Puis éduquer, oui, aux produits, au mode de consommation, etc. Mais aussi à la réduction des méfaits. Puis ça, j'arrête pas de le répéter parce que ça passe mal, mais quoi qu'on n'a jamais autant parlé, mais de donner des conseils à ceux qui consomment pour éviter que ça dégénère ou qu'il y ait des problèmes. Parce que si on fait juste de la prévention, attention, c'est dangereux, prends-en pas, ben tu sais, on passe complètement à côté. Exactement. Moi, je suis probablement le meilleur exemple de ça dans la mesure où moi, depuis que je suis adolescent, je fume sur une base quotidienne. Puis la plupart de ma vie, j'ai fait ça avec une approche, je dirais, toxicomanique. C'est-à-dire que j'avais aucune connaissance de ce qui animait tant que ça. C'est désolé parce que je connaissais pas tant ni le bien la plante, ni ma psychologie tant que ça à ce niveau-là, etc. Puis c'est des aventures personnelles d'essais et d'erreurs avec des moyens limités, entendons-nous. Puis même, je suis bien positionné pour essayer d'avoir des moyens moins limités que d'autres, qui m'ont appris que pas tous les cannabis s'équivalent en tant que tel, que j'avais une approche, j'avais pour moi, en fait, trouvé une approche plus intéressante que m'intéresser à une stratégie blanc-noir. Cannabis, c'est mauvais pour moi, puis il ne faut plus jamais j'en fais de ma vie, suis-je capable d'adopter cette stratégie-là versus l'autre stratégie qui est de me dire, manifestement, c'est comme à la fois quelque chose qui m'aide, puis à la fois quelque chose qui ne m'aide pas. Je suis capable de... Puis éventuellement, dans ma vie, j'en suis arrivé au stade où j'ai réalisé que je voulais connaître plus de choses afin d'être capable de limiter ces effets négatifs qui ne m'intéressaient pas. Un des exemples classiques pour moi, c'est ça. C'est simplement que maintenant, je sais, connaissant plus quel cannabinoïde est responsable de quoi, quel terpène est responsable de quoi, quel entourage effect, je sais
quelle diète quotidienne avoir afin qu'à 8 heures du soir, personne n'a l'impression que je sois gelé raide. Là, tu sais. Puis ça, c'est ça l'avantage du contrôle de qualité, parce que quand on parle de qualité, il y a est-ce qu'il y a des moisissures, est-ce qu'il y a des métaux lourds, est-ce qu'il y a des pesticides, puis il y a des enjeux là, bon, l'irradiation des produits, tout ça. Mais il y a aussi la question de connaître les taux de THC, CBD, les sortes, puis qu'est-ce que ça fait. Puis juste ça, tu sais, actuellement, tu vas, mettons, à la SAQ, ben, t'achètes une bouteille de vin, ben, c'est 12 ou 14%. Là, le cannabis, tu le sais pas trop. Bon, oui, certains vendeurs le savent, mais il y a bien du monde qui se retrouve à consommer du cannabis puis ils savent pas s'ils ont... c'est comme si tu achetais une bouteille à la SAQ, tu sais pas si c'est un 5 ou 80%. Tu sais pas si tu achètes un vin blanc ou une bouteille de rhum. Ouais, c'est ça. Puis moi, je veux dire, combien de personnes, admettons, puis tu sais, tant mieux. Moi, j'essaie pas dans mon expérience personnelle, ce que je constate, c'est que le cannabis, définitivement, pour moi, ça joue le rôle d'un poison et d'un remède simultanément. Tu sais, puis ma réaction par rapport à ça, éventuellement, ça a été de me dire, ben, comme c'est le fameux pharmacone, tu sais, c'est le dosage qui va déterminer est-ce que la plante est une antidote pour moi ou est-ce mon remède ou mon poison, finalement. Mais sans avoir des connaissances sur qu'est-ce que je suis en train d'acheter, c'est comme si tu demandes à quelqu'un, genre, une diète où tu limites ton sucre, admettons, mais tu sais jamais qu'est-ce qu'il y a du sucre ou qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Tu sais. Puis c'est là où j'ai fait, OK, ben, comme de base, il y a des informations qui sont sursimplifiées que la plupart des smokers que je connais depuis longtemps ne savent même pas. Puis là, on passe même pas à l'étape d'adresser la vraie réalité des choses. Oui, puis on parle de cannabis comme si c'était une seule chose, alors qu'il y a plusieurs cannabinoïdes, puis ça a des effets très différents. Puis même le CBD, là, le cannabidiol, peut avoir des effets ultra bénéfiques, tu sais, qui peuvent... Mais il y a même des gens qui parlent d'utiliser éventuellement ça comme des médicaments antipsychotiques pour des gens qui ont des problèmes de psychose, tu sais. Pour la hauteur en THC, c'est un débat, c'est quelque chose de compliqué. La science est très molle sur les risques de neurotoxicité, puis les effets aussi de consommer des produits hyper concentrés. En même temps, c'est accessible sur le marché illégal actuellement. Fait que au sein des experts, il y a des débats. Là. Il y en a qui disent qu'il faudrait topper à 15%, par exemple. Puis c'est un peu arbitraire, le 15%. Là. Des collègues et moi, on a pris position en disant ben il faut le limiter le moins possible parce que sinon ça va garder le monde dans le marché noir illégal. Puis c'est comme ça qu'ils vont. Tout ce que le marché illégal fournira pas, le marché illégal va le faire. Puis on disait ben peut-être limiter pour le cannabis récréatif ou non médical à un certain niveau, peut-être comme 50%, là, parce que on peut aller très très haut. Mais dans le cannabis médical, je pense que ça peut être très utile. Mais il faut éduquer les gens. Mais je limiterai pas trop, moi, personnellement, bas, parce que je pense que ça risque d'avoir plus d'effets pervers. Ça réglera aucun problème, au final. Mais moi, c'est même pas une question de est-ce qu'il faut limiter ou non. C'est littéralement la question de genre, par exemple, en ce moment, la situation est que, mettons que tu voudrais trouver du cannabis limité en THC en ce moment, tu serais même pas capable d'en trouver. Non, là, c'est complètement capoté. T'sais, admettons, moi, je serais pour là, fumer rien que du weed que 1% de THC t'ouvre la porte, le CBD rentre dans le piton. J'arrive pas à en trouver. J'ai une personne quasiment mieux placée que moi pour en trouver en ce moment. Le marché légal vise à favoriser ça, notamment par une taxation progressive ou juste encourager l'industrie d'une façon ou d'une autre à offrir des produits comme ça. Parce qu'actuellement, souvent dans le marché légal, c'est une forme de mise en marché que moi j'ai le plus fort. Fait que ça favorise les hauts taux de THC, le marché légal actuel. Mais moi, je vois aussi une contradiction où je pense pas que le gouvernement pourra faire une éducation précise sur le profil des cannabinoïdes puis des terpènes parce que ça serait dire, ben, il y a un bienfait au CBD, la pinette, ça peut t'aider avec ta mémoire. Il ferait l'apologie, il pourrait pas rentrer là-dedans. Mais sans rentrer dans l'apologie, il pourrait dire que des taux de THC plus élevés ont été associés à plus de problèmes, donc vaut mieux consommer. Le CBD, bon, ça a d'autres effets, c'est moins dangereux, c'est moins d'études. Ils vont pas faire l'apologie, mais ils vont plutôt sensibiliser à ces effets potentiels-là négatifs. Moi, la joke, en fait, que je me demande, c'est comme un peu... puis je me joue un peu l'avocat du diable, là, parce que moi, je suis all for la légalisation. Je suis tellement down. Ça fait longtemps que je pense à ça. Ça fait longtemps que je souhaite ça en tant que consommateur récréatif, en tant que nouveau consommateur médical, en tant que même fan de pouvoir explorer la culture du cannabis, avoir accès à des strains. Il y a plein de raisons, etc. Mais vraiment, je suis surpris. Là, moi, je pensais qu'on allait se faire placarder d'une approche pédagogique un peu en mode comme que ça allait être un peu une forme de damage control. De dire, oui, on est en train de faire ça, mais écoutez, genre,
on va vraiment être sûr que monsieur, tout le monde comprenne que Sur genre... la légalisation comme telle? Ben, que tu t'en vas pas dabber le 17 octobre, genre, si t'as jamais fumé du weed dans ta vie, tu t'en vas pas dabber tout l'après-midi parce que c'est rendu légal. Si tu fais ça, honnêtement, tu vas pas triper, là, puis tu vas zéro avoir l'impression que c'est un médicament. Tu vas juste te dire, man, comment ils m'ont pas dit au magasin de pas prendre ça, tu sais. Puis là, le gouvernement annonce une grosse campagne en septembre là, de sensibilisation, peut-être plus dans ce sens-là. Là, ils en ont lancé une que j'ai pas eu l'occasion de voir parce que j'étais en vacances, sur la légalisation. Plus qu'est-ce qui va être légal, qu'est-ce qui sera pas légal, 30 grammes, des choses comme ça, là, dans les lieux publics. Puis là, ils ont annoncé qu'en septembre, il y en aurait une sur plus le cannabis. Mais c'est sûr que j'ai hâte de la voir, là. Ils vont sûrement sensibiliser les gens au taux de THC, au mode de consommation. On a appris aussi du Colorado sur les choses que les gens savaient pas. Par exemple, les produits comestibles, là, c'est la catastrophe. Tout le monde capote là-dessus, mais dans le fond, c'est pas le produit. Le problème, c'est que les gens, ils savaient pas que la pharmacocinétique dynamique du produit est complètement différente. Fait que là, ils redosaient, puis ils laissaient ça traîner devant des enfants qui... Fait que là, tout le monde, les enfants, les adultes se retrouvaient aux urgences, mais le problème, c'était pas le produit, c'était le manque d'éducation. Ça, ici, bon, ils ont décidé 1 an plus tard que ça serait légalisé, mais il va y avoir, j'espère, en tout cas, cette explication-là. Là. C'est mon point, moi, je donne la joke, au sens où, je suis comme quelqu'un qui n'a jamais bu de sa vie, sait que la vodka, ça se boit dans un shooter. Okay? On s'entend là-dessus, grosso modo. T'sais. Quelqu'un qui n'a jamais bu de vin dans sa vie, il sait que ça, du vin, ça demande une coupe. Quelqu'un qui n'a jamais bu de bière dans sa vie, il sait qu'une bière, ça vient dans un format, t'es exposé comme ça, puis ils te le disent que, mettons que tu connais rien sur le cannabis, puis tu n'as aucune tolérance au cannabis, puis ce qui est le cas de bien du monde out there, ça se pourrait que ce qui t'arrive, c'est que tu saches pas que du kosher kush, t'es supposé pas prendre plus qu'un demi-shot, là, genre entre guillemets, t'es supposé le traiter comme un alcool fort, donc à boire comme ça. Mais la plupart des gens que je connais qui fument depuis longtemps, et moi j'étais clairement dans ce groupe-là avant, j'avais aucune idée, là, il y a 2-3 ans, de qu'est-ce que tu fais de différent avec un strain à 33% de THC, quelle utilisation t'en fais, etc. Puis moi, moi j'ai bien hâte, moi je vais m'amuser, rentrer dans la SDCQ, aller voir SQDC, puis présenter mon narratif personnel, puis faire OK, c'est quoi, pour le fun, qu'est-ce que tu me conseilles, voir, tu sais, ça va être drôle, là, tu sais, puis fait que j'en arrive à ce stade-là où je me dis, tu sais, moi, c'est ça. En effet, le problème, c'est pas le produit, mais moi, je suis le premier à dire que si tu donnes, par exemple, du THC nouveau, 100%, genre la grosse patente de THC, c'est sûr que là, ça va mal se passer. En même temps, je pense pas que la personne qui n'a jamais consommé va aller chercher à dabber, là, tu sais. Puis il n'aura probablement pas à SAQ, à SQDC, pardon, c'est la même chose, mais avant longtemps. Mais je veux dire... Tu sais, je pense pas que quelqu'un qui n'a jamais consommé va se garrocher sur de la wax, puis tu sais... Ou, admettons, même du 25% THC, du 20% THC. Genre, quand j'observe autour de moi les réalités par rapport au nouveau type de cannabis qu'on a, c'est que je vois des personnes qui ont une grosse expérience en cannabis puis qui sont habituées de se dire, ben, tu sais, moi, mettons, comme avec l'alcool, quand je fume, mettons, ben, tu sais, moi, je suis habitué de fumer un spliff de cette size-là. Puis là, t'as envie de dire, ben, sure, mais es-tu conscient de c'est quoi la différence entre ce cannabis-là, puis un autre, tu sais, genre quel dosage, tu sais, par rapport à ça. Moi, c'est rendu un débat qui m'intéresse personnellement, pour moi, pour ma propre santé, pour essayer de puis je me demande, tu sais, comment on gère ça pour essayer de partager avec le monde, tu sais. Ouais, c'est ça. Mettons, on est tous d'accord, on peut pas compter sur le gouvernement, sur les conseillers de la SQDC, pour informer les gens, tu sais. Puis c'est mais faut voir. Ouais, faut voir, donner mais... la chance au coureur, mais je suis pas sûr que tout le monde va vouloir vraiment dans la trajectoire client, là. Après, ça te fait carter, là. Puis là, il y a la période éducation, là, que le consommateur va être vraiment très à l'écoute. J'ai hâte de voir l'approche. Mais là, on a l'opportunité, avec toutes ces variétés-là, d'être très fine-tuning dans notre approche de qu'est-ce qu'on veut, quel effet sur notre corps, sur notre tête, etc. La plupart des gens vont dire indica, sativa, THC, CBD, mais il y a tout un profil de terpènes puis de cannabinoïdes. C'est où, moi, que je vais chercher cette information-là? Est-ce qu'elle existe? Ben, tu sais que tranquillement, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, comme l'ouverture du marché par rapport aux variétés, puis on peut en penser du bon, on peut en penser du mauvais, mais l'espèce de mouvement promotionnel des artistes aux États-Unis, qui font la promotion du cannabis, ça a d'une certaine façon ouvert la porte, dans le sens où ces personnes-là se sont appropriées du matériel, ils ont décidé que de par leur puissance d'image, ils pouvaient cultiver une variété, la brander, la distribuer.
je pense que cette culture-là américaine déteint tranquillement sur nous ici, dans le sens où les utilisateurs, je dirais à partir d'une certaine tranche d'âge, sont beaucoup plus ouverts actuellement à s'informer de la variété qu'ils achètent. Comparativement à nous, quand on était jeunes, on se posait pas la question. On achetait un gramme, c'était tout. On savait pas ce qu'on fumait. Ouais, et c'est tout, tu sais. Puis on le voyait en le regardant, on savait si c'était en dedans ou dehors, mais tu sais, on se posait pas la question, est-ce que c'est organique, est-ce que c'est hydroponique, est-ce que ça a été rincé, est-ce que ça va cadrer avec ce que moi je recherche, parce que comme tu disais, toi, tu es parti de loin, tu t'es informé, tu as appris ce que c'était. Donc, tranquillement, je pense que on va prendre quand même pas mal d'expérience du modèle américain. J'espère qu'on ne prendra pas tout, mais je pense qu'on est capable de s'inspirer et d'aller chercher quand même, au niveau des comestibles aussi, justement. C'est sûr que c'est attrayant de voir des formes de jujubes, mais en même temps, on ne peut pas empêcher aux fabricants de distribuer ça sur une forme de jujube. Si tu achètes, je sais pas moi, un macaron qui a l'air d'une merde, tu ne seras pas intéressé. Je veux dire, il faut que ça soit attrayant aussi. Il faut que tu joignes l'utile à l'agréable d'une certaine façon. Puis avec l'Internet, c'est décloisonné aussi. Les gens vont aller sur Leafly, s'informer sans que le gouvernement soit concerné par comme ça. Comme c'est déjà actuel. Je veux dire, puis les gens, même au gouvernement, au ministère de la Santé, ils vont sur Leafly pour s'informer. Ok, ça me ferait pas mal. Mais, mais justement, moi, je suis tu sais, moi, mettons, ça m'a pris plusieurs mois de lecture à gauche, à droite, de commencer à être familier avec des notions comme être capable de regarder, analyser un cannabis, en tirer des conclusions avant même de la fumer, juste par rapport à certains éléments de base, des trucs comme ça, tu sais. Maintenant, mettons, par rapport aux notions médicales, etc., tu sais, je perçois tellement de préconçus qui sont soit traités comme avec une forme d'apologisme, un peu en mode comme le cannabis va sauver ta vie, peu importe ce qui se passe, versus d'autres personnes qui sont dans ce que moi et Mathieu, on a souvent décrit comme une approche de la pornographisation du cannabis. C'est-à-dire comme, voici tes deux options, get high comme Snoop Dogg all the time, c'est la seule chose que tu peux faire, fume des moon rocks, mon gars, man. Au niveau de la présentation, on a développé une image pour faire un parallèle douteux, mais quand même un parallèle. On parle de pornographie, mais fie-toi sur la pornographie des années 70, puis fie-toi sur la pornographie d'aujourd'hui. Tu regardes les deux images, tu fais comme, OK, ben pourquoi on trouve celle-là aujourd'hui plus attrayante que celle-là? C'est parce que socialement, on a évolué, puis on s'est rapproché de... Mais est-ce que le consommateur déciderait d'acheter une fleur qui n'est pas manucurée, qui est pas adéquate au regard et puis intéressante? Je sais pas, mais d'une certaine façon, c'est dommage qu'on en soit rendu là. T'sais. Même les producteurs actuels là, ont des marques blanches, toutes propres pour les médecins, pour le médical, puis noires associées à des rappers pour le côté pornographie, récréatif. Ouais. Puis même aux États-Unis, on voit des publicités là, de potes avec... la femme objet, là, tu sais, qui te vend l'idée de... Tout à fait. C'est parti, là, ça. On va se faire un tour sur Instagram, le nombre de ganja chicks, là, genre 6 spliffs entre les boules, là, let's go, en veux-tu en là, tu sais, il y en a la tonne, là, tu sais, mais moi, c'est ça que j'ai réalisé dans ma vie, c'est qu'à un moment donné, c'est comme, moi, en tant que jeune adolescent, les deux espèces de voix qu'on m'offrait, on m'offrait 0 la deuxième, là, mais la première, c'est comme, genre... Tu fais n'importe quoi tant que t'es high, tu sais, puis n'importe quand, puis on s'en fout, là, l'idée étant juste de get high, puis si jamais, man, tu réalises un jour que t'es gravement malade, ben, à ce qui paraît, tu pourrais peut-être avoir un permis pour que ça... Pour tomber comme sur la zone médicale. Puis là, évidemment, moi, ce que ça veut dire dans la tête, je pense, d'un jeune adolescent, c'est que ben, tu dis, ben, j'ai clairement pas le cancer, fait que j'aime ça fumer du buzz, fait que je vais juste acheter n'importe quoi, puis je vais le fumer. Tu sais, ça te revient à l'idée de ma Coors Light, la même chose que ma Bleu Dry. C'est toujours le parallèle avec l'alcool, parce qu'actuellement, c'est notre référence qu'on a. Mais tu sais, il y a des gens qui vont se plaire à boire de la Coors Light toute leur vie, puis qui ne chercheront pas à aller chercher autre chose. Puis il y a des gens qui, tranquillement, vont se diriger vers une connaissance de base, vers la bière ou vers le vin. Et puis les connaissances, plus que tu es intéressé, plus tu les développes. Fait que puis je pense qu'il n'y a personne de mieux placé que quelqu'un qui développe cette passion-là, puis qui est capable d'aller chercher toutes les informations pour la partager à ses proches, à son environnement. Si on est tous capables de convaincre une personne, puis de lui faire une certaine forme d'éducation par rapport à tu peux trouver ça pour ta personnalité, tu peux trouver ça je considère que moi, pour toi, te connaissant, c'est pas quelque chose qui te convient. Mais je pense que collectivement, on va devenir à être des professeurs entre nous, d'une certaine façon. Mais on ne pourra pas jamais dire à quelqu'un qui boit sa bière de dire, man, affine ton goût, développe, va chercher une rousse, va chercher une noire. Il y a des gens qui
tout simplement veulent boire pour boire. Puis je pense que ça ne changera pas avec le cannabis ou avec n'importe quelle drogue dans la vie. Tu sais, je veux dire, notre modèle qu'on adopte actuellement fait du sens quand on considère qu'on part de rien puis qu'on s'en va à quelque part. Sauf que on pourrait clairement être ailleurs. Tu sais, on aurait pu, depuis toujours, être capable de contrôler et de promouvoir tous les aspects de cette plante-là. Tu sais, si on remonte à loin, on sait que le cannabis, il a été prohibé aux États-Unis parce que la fibre textile synthétique est arrivée. Le plus gros lobby anti-cannabis, ça a été DuPont quand ils ont créé le polyester et le nylon. Ce qui fait que l'argent était tellement important, puis ça donnait un pouvoir aussi, puis un certain standing à ces investisseurs-là qui développaient que le coton a pris le bord, que le chanvre a été prohibé. Puis on part à partir, tu sais, je veux dire, on part de ces années-là, tu sais. Puis là, on est rendu comme 70 ans, 80 ans plus tard. Puis la culture est toujours restée quand même. Tu sais, il y a toujours des gens qui ont été là, puis qui, comme je disais tantôt, qui ont été capables d'en avoir quand ils voulaient. Ce qui fait que c'est pas un modèle adéquat. Il y a clairement mieux, mais ouais, je pense qu'on... Il y en a eu des lobbies contre le cannabis, pas juste textile, mais aussi pharmaceutique. Ouais. Budweiser faisait partie aussi de ceux qui militaient le plus contre la légalisation parce qu'ils craignaient de perdre des parts de marché. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de craft weed, puis de ton idéal d'un artisanat paysan. Puis clairement, on s'en va vers l'opposé. Tu sais, on s'en va vers la grosse industrie. Puis aussi, pourquoi... le début. Oui, mais pourquoi le Québec a prohibé la production à la maison? Tu sais? Comment on interprète encore ça? Une fois, c'est encore une fois des lobbies policiers et de propriétaires. Les polices ont dit que c'était hyper compliqué à appliquer, mais ça n'a aucun rapport. Là. C'est 0, 1, 2, 3, 4, c'est tout aussi compliqué à appliquer. Ben, puis les propriétaires qui ont fait comme un peu monter en épingle là, des affaires de maisons moisies puis de plafonds qui tombent, tu sais, comme si 4 plans c'était une serre hydroponique dans une maison c'est ça. En même temps, à ça plus tu entretiens la peur, plus tu contrôles ta population. Ouais. Fait que, tu sais, de créer la crainte puis la peur chez les propriétaires d'appartements puis de dire, écoute, c'est pas parce que tu as un plan ou 2 plans que tu vas créer la moisissure puis que la maison va être à terre puis que tu perds ta valeur de vente puis ton immobilier n'a plus de bon sens. Je veux dire, ça fait pas de sens, mais en même temps, quand tu contrôles la peur, tu contrôles ton monde. Puis de le contrôler, c'est diriger la clientèle vers le marché d'État aussi. Mais il y a aussi la crainte de l'accessibilité aux enfants. Là, comme si tous les consommateurs, tous les producteurs, les autoproducteurs seraient des parents irresponsables. Là, alors que les enfants ont accès à plein de produits dangereux, de l'alcool comme ça. Il y a ça aussi. Et je connais pas un parent qui a une pharmacie barrée à la maison. Non, je veux dire, tu vas te brosser les dents, puis fais le test n'importe où tu vas. Ça fait senteux, mais quand tu vas aux toilettes, tu te laves les mains. Fais juste le test de voir si la pharmacie est barrée. Pas en tout, là. Puis je pense qu'on est tous conscients du danger d'un médicament quand il n'est pas pris adéquatement puis qui n'est pas identifié. Fait je veux dire, la même chose est applicable dans différentes sphères, mais... Ce qui a joué beaucoup au Québec, c'est l'année électorale en cours. Parce que la CAQ, qui menace le gouvernement libéral, est complètement anti-pot, anti-légalisation. Eux autres, je sais pas ce qui serait arrivé s'ils avaient été au pouvoir, ça aurait été drôle à voir, là. Mais eux autres, ils voulaient pas de pot dans les maisons, ils voulaient pas de pot dans les rues. Je pense qu'il y aurait eu une seule succursale de la SAQ à Montréal, puis barricadée par des... Je veux dire, fait que le gouvernement, à un moment donné, dans une joute politique, il faut qu'il donne quelque chose à l'opposition pour réussir à faire sa campagne. Sachant très bien qu'il va y avoir un recours collectif dès le premier jour, que ça va monter en Cour supérieure, Cour suprême, anticonstitutionnelle, ça va juste avoir retardé de 1 an et coûter cher. Parce que comme sur le modèle actuel, comme la ministre Charlebois a dit, vous pouvez contester, ça va vous coûter un bras. Ce qui est presque tragique dans cette histoire-là, c'est qu'en tant que société et collectivité, on paye globalement pour entretenir ces personnes-là au pouvoir qui nous gèrent. On donne le pouvoir à ces personnes-là de gérer ce qu'on est. En tant que gestionnaire, on accrédite et puis on paye annuellement pour ça. Donc, si nous, en tant qu'individus, on décide de porter cette cause-là en appel, on va payer pour porter la cause en appel et puis on va payer pour qu'eux autres soient contre nous autres. Donc, tu vois qu'à un moment donné, ça fait plus de sens. T'sais, oui, dire ça va vous coûter un bras, c'est très prétentieux, c'est insultant. Ouais, c'est ça, à la limite, c'est insultant.
Puis la façon que c'est fait, quand on prend un step de recul, puis on se dit, OK, on va contester. Après, tu dis, OK, on conteste, mais on paye tout. Tu sais, on va se faire un regroupement, on va payer les avocats, on va aller en cours, on va manquer du travail, on va tenir à notre cause, on va tenir notre bout, on va y arriver. Sauf qu'à la fin du compte, on va avoir payé le double du prix pour arriver au résultat. Ben c'est ça, c'est un changement de société profond quand même, malgré tout. Puis ça se fait malheureusement pas rapidement. Puis on part vraiment très, 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 très prudent, strict, encadré pour... ben c'est ça, pour calmer l'opposition et les opposants. Là, il y a quand même bien du monde au Québec qui capote solide sur le fait qu'on légalise une drogue qui va avoir des morts. On a parlé tantôt de quelque chose qui m'a vraiment fait rire. Puis, on l'a dit ça tantôt. Ben, c'est comme un peu, il y a toute cette crainte-là. Il c'est capoté, etc. Mais tu vois, le ministre de l'Éducation est en train de péter sa note contre le ministre de la Santé parce que quoi, la justice. Parce qu'elle considère que, d'après la loi fédérale, ils peuvent ouvrir à tant de distance d'une école. Mais le ministre de l'Éducation, lui, est fâché cette semaine parce qu'ils vont ouvrir... C'est un ancien caquiste. Ah, c'est vrai, hein? Ouais. Ben, comme ça, tu vois. Puis ils ne sont pas parlé. Je comprends. Je veux dire, lui, il est fâché après sa collègue. Puis sa collègue tient son bout par rapport que lui, il n'a pas d'affaire à se régir de ça, mais que finalement, sont les deux à travailler à la même place. Puis ils ne se parlent pas. Je comprends. Puis comme... On s'entend, si ta crainte, c'est que le cannabis est proche des écoles, ben va-t'en dans la toilette publique, tu vas en trouver dans des baguises, sur un gars de 13 ans. Ouais, ou tu sais, pour en revenir avec l'alcool, tu sais, je veux dire, il y a un dépanneur à 20 pieds d'une école, puis c'est correct, ils ont le droit, ils vendent de la liqueur, ils vendent des bonbons, ils vendent des chips, des sous-marins, puis les frigidaires à bière, personne n'en fait de cas, mais pourtant, tu sais, faites le test, là, si vous allez dans des magasins grande surface où ils vendent de tout, vous allez trouver près des rayons à jouets, vous allez trouver une section d'alcool. Fait, vous regardez ça, vous dites, OK, ça n'a pas de bon sens que cette substance-là soit dans les mains de ce public-là. Puis à la fin du compte, ben, tout ce qu'ils vendent qui attrait ces jeunes-là sont dans un visuel où ils ont accès à de l'alcool ou à n'importe quelle autre substance. T'sais. Fait que je ne sais pas à quel point on est dedans, mais peut-être ça va changer. Mais tu sais, je considère que la proximité d'un établissement comme ça, près d'un établissement scolaire, si on fait à la loi, de toute façon, on peut au bon jugement des personnes, ça ne va pas ni augmenter ni diminuer la consommation. Ça ne va rien changer au niveau de la consommation. Dans les lois puis dans les faits, ça va avoir l'air propre, puis ça va plaire à monsieur, madame, tout le monde qui ont peur de ça déjà, mais dans les faits, ça ne va absolument rien changer. Ouais. Puis dans des endroits comme Montréal, où c'est densément peuplé, je veux dire, être à tant de mètres d'une école, d'un centre pour jeunes, ça c'est juste impossible. Puis ils ont même dû changer leurs propres critères, parce qu'au début, ils avaient dit à 300 mètres, à 150, à 100, puis à la fin, ça a fini par le plus loin possible. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'au sein du gouvernement, il y a des factions différentes, tu sais, c'est pas un bloc monolithique, puis... on l'a vu, là, il y a des gens comme les Quateux, les Tao, qui voulaient quasiment un libre marché total, là, privatisé, sans aucune règle. Puis, on pourrait débattre de ça. Là. Je pense que dans une société super évoluée, éduquée, il n'y en aurait pas de règles, ça irait bien. Mais là, c'est quand même un produit qui n'est pas si banal que ça. Puis je pense que ça prend un encadrement. Mais il y en a d'autres qui sont ultra conservateurs. Fait que là, il y a ces débats-là au sein du gouvernement. Puis quand je regarde le processus législatif, j'ai l'impression qu'il y a eu du donnant-donnant. Là, OK, on va faire un monopole d'État, mais on va faire un projet pilote pour les autres là, qui voudraient plus privatiser. Puis ça, il y a bien des gens qui ont contesté ça parce que ça pourrait laisser une place à la grosse industrie pour faire performance meilleure qu'une société d'État, évidemment, tu sais, puis moins de conditions de travail, en tout cas, bref, puis tu peux faire dire ce que tu veux, fait que, mais c'est ça, tout ça pour dire que c'est pas un bloc monolithique, il y a toutes sortes de positions dans le gouvernement, puis ça m'étonne pas que les ministres s'obstinent parce qu'ils défendent chacun leur territoire. Là, on parle beaucoup de politique, là, oui, c'est aussi l'enjeu de la légalisation. Mais l'enjeu aussi, c'est la possibilité pour pouvoir décaler le discours relié à cette substance-là. Puis moi, c'est ce qui m'intéresse. T'sais. Puis je me demande, on voit une révolution dans le monde des psychotropes, des substances psychoactives. Robert, tu l'as déjà appelé une révolution chamanique, où on voit des substances psychédéliques comme la psilocybine, le LSD, la MDMA utilisées en psychothérapie puis en transformation personnelle. Est-ce que tu sais, toi, Jean-Sébastien, s'il y a quelque chose dans la littérature psychologique relié à de la thérapie assistée avec le cannabis? Puis, est-ce
est-ce qu'on pourrait avoir l'opportunité de changer vers un aspect médical, psychologique, mais spirituel, parce que cette plante-là a émergé en Asie centrale dans un contexte religieux. En Inde, les sadhus qui fument, puis le rastafarisme aujourd'hui, c'est encore un mouvement qui utilise cet aspect-là religieux. Est-ce qu'il y aurait une possibilité pour élever le débat vers une guérison? Une possibilité pour élever le débat, je pense qu'il y en a beaucoup parce que le débat il est assez bas. Il va le bas. Les débats vont le bas. Ouais, mais c'est sûr que oui, il y a une recrudescence en ce moment des recherches sur l'utilisation thérapeutique de psychédéliques ou spirituels. Puis il y a un réel intérêt scientifique. Puis c'est pas évident parce que quand une substance est interdite, c'est difficile de faire de la recherche dessus, mais les psychiatres occidentaux s'intéressent beaucoup notamment à l'ayahuasca, des gens qui ont une dépendance à l'héroïne, puis après 6 mois au Pérou, ils sortent de là complètement... ils vomissent 2 mois, puis après ça... C'est ça. Puis il y a plusieurs applications possibles avec la kétamine, la dépression, le MDMA, le syndrome de stress post-traumatique. Là-dessus même, il y a déjà des études en cours et c'est très très prometteur, puis on va voir ça, puis tu sais, il y a la thérapie assistée ou le médicament. Là. Il y a toutes sortes de... Le MDMA, c'est pas tu prends ça puis c'est réglé. C'est un adjuvant à une thérapie. Le cannabis aussi, on y prête beaucoup de vertus à plusieurs égards pour aider justement la dépendance, notamment aux opiacés, mais aussi la gestion de la douleur. Bon. La recherche est encore embryonnaire, mais il y a vraiment clairement beaucoup de potentiel. Puis je pense qu'effectivement, on va voir ça de plus en plus. Puis ça va changer aussi l'image, mais tu sais, on part effectivement encore de loin. En 1960, dans le petit Robert, la définition de drogue, c'est chose mauvaise et dangereuse. Je veux dire, on part de là, 1960. Pour les gens encore, tu sais, l'alcool, c'est pas une drogue. Tu sais, quand tu commences à parler des études sur la dangerosité, les gens capotent là, quand tu leur dis que l'alcool, il trône pas mal au sommet, plus que le cannabis, tu sais. Puis j'entends des parents me dire moi, ma fille, elle a arrêté le pot, elle prend juste l'alcool, ouf. Tu sais, je suis comme, pas sûr que c'est ouf. Tu sais, ça dépend des personnes, c'est compliqué. Mais oui, je pense que les choses évoluent à une vitesse que j'aurais jamais cru voir de mon vivant. Tu sais, en 2008, avant la crise économique, j'aurais jamais pensé voir la légalisation du cannabis. Puis je pense qu'il y a un lien avec la crise économique de 2008. Il y a eu un shift là. Puis là, on est même rendu... Veux-tu en parler? Ben oui. Pourquoi? Ben parce que, tu sais, au-delà de tout ce qu'on peut amener comme motif pour critiquer la prohibition puis vénérer une légalisation, il y a les droits de la personne, la sécurité, la santé, il y a plein de choses pour en parler longuement, l'argent. Mais l'argent, j'ai toujours dit que si un jour on légalise le cannabis, ça va être d'abord et avant tout pour une question d'argent. Puis ça fait longtemps que The Economist disent qu'il faut légaliser les drogues, tu sais, c'est parce qu'on met de l'argent dans quelque chose qui sert à rien, puis en plus on laisse les revenus à d'autres, tu sais, qu'à l'État, qui paye pour les dépenses, ça n'a aucun asti de bon sens, tu sais. Fait que je pense que la crise économique a forcé les gouvernants à se dire, ben là, est où notre argent, là, tu sais, puis là, des milliards dans quelque chose qui non seulement n'atteint pas ses objectifs, mais qui en plus cause des dommages, ça n'a aucun bon sens, puis c'est là qu'on a vu apparaître la Global Commission on Drug Policy avec d'anciens gouvernants d'État qui prenaient position pour la légalisation. Puis suite à ça, je veux dire, le mouvement s'est accéléré. Puis je pense même que le débat sur la légalisation du cannabis avec les comparatifs avec l'alcool ont amené les arguments puis le terreau pour parler de décriminaliser et légaliser d'autres drogues. Puis là, ben, il y a 2 semaines, la santé publique de Montréal a appuyé celle de Toronto. Donc là, on est rendu avec Vancouver, Toronto, Montréal. Santé publique qui demande au fédéral de décriminaliser toutes les drogues. Je veux dire, pour être allé au Portugal, il n'y a pas plus de personnes folles qu'ici. C'est pour avoir été en Hollande, il n'y a pas personne de plus fou qu'ici. C'est un milieu qui est ouvert, c'est un milieu qui est toléré, c'est un milieu qui permet à la personne d'accéder à un système qui lui permet de se désintoxiquer ou d'un accompagnement s'il considère que sa consommation est problématique. Il n'engorge pas le système de justice, il n'engorge pas les prisons. Donc, on peut dire que la police travaille à résoudre des vrais crimes. C'est à ce moment-là, plutôt que de focusser sur une certaine classe, sur un certain public cible qui, de toute façon, vivent des problématiques. Ils sont déjà dedans. Ça sert à quoi de taper dessus encore? On pourrait comme juste les accompagner puis leur dire, écoutez,
il y a ça qui s'offre à vous. Est-ce que vous considérez que ça peut être une avenue intéressante? Non, on se reverra quand on se reverra. Oui, ben écoute, on va t'accompagner, on va t'amener là-dedans. Là, c'est plus juste des militants, t'as des scientifiques, des médecins, des politiciens qui sont dans la mouvance de déprohibitionner, légaliser les drogues. Puis, tu sais, le 10 mai dernier, le British Medical Journal a signé un éditorial qui disait « Drugs should be legalized, regulated and taxed ». Tu sais, drugs. Tu sais, le British Medical Journal, je veux dire, fait que on y va, c'est sûr. C'est quand, comment. Puis oui, la perception plus, je pense, de médicaments, puis d'auto... Cette ligne-là aussi entre médicaments puis pas médicaments est floue, là, tu sais, c'est exact, puis c'est comme, admettons, aussi, mais c'est la pas une population, dichotomie elle, aussi, c'est ça, c'est que la dichotomie, selon moi, puis ça, c'est quelque chose que je pense qui est probablement le facteur le moins abordé, ou du moins dans l'impression que j'en ai, c'est que on part d'une espèce de monofocalisation sur les aspects négatifs et dangereux d'une drogue pour tout à coup lui opposer une espèce de nouvelle identité complètement nouvelle pour beaucoup de monde. C'est-à-dire, hey non, c'est pas vrai pour toi, ça se peut que ce soit un médicament puis que tu vas genre... T'as toujours pensé que t'allais bad tripper, c'est pour ça se peut que ça te fasse en fait baisser ton anxiété. Maintenant, le mode d'utilisation pour t'en rendre là est très complexe, moins complexe qu'il y a bien d'autres affaires dans la vie qui prennent des années d'études. Mais ce que je veux dire, c'est que... Le plus drôle pour moi, puis c'est là où, en dehors du rôle du gouvernement, là, je ne demande pas au gouvernement d'aller donner une inspiration religieuse au monde, là, mais mettons, quand tu t'intéresses réellement à l'histoire du cannabis, qu'est-ce que c'est? T'sais, pourquoi il y a des vieux monsieur dans certains pays qui font ça à longueur de journée? Sont-ils en train de get high ou de se guérir d'un cancer? Je pense pas. Ils font ni l'un ni l'autre. Ils s'en contrefoutent de ces notions-là. Ils sont là dans une culture ancestrale, traditionnelle. Leurs ancêtres poussaient cette plante. Il y a une dynamique religieuse à cette plante-là, etc., etc. Moi, j'ai découvert que dans mes intérêts personnels, aller comprendre ça m'aidait aussi à mieux comprendre what's up avec la plante d'un point de vue des différentes applications, d'un point de vue de qu'est-ce que ça représente. Puis je me pose la question à quel point c'est une avenue de partage intéressant. Puis ça, je vous pose la question à vous aussi, dans la mesure où pour moi, c'est assez évident que, mettons, une gang d'adultes complètement chaud-raide à quelque part, dépendamment de ce que tu leur offres comme activité, tu vas avoir une certaine... Tu risques d'avoir telle affaire, mais comme... Pourquoi le cannabis a autant été comme privé, si on veut, de son identité tribale, religieuse, reliée à ça. Puis moi, c'est de la découverte pour moi, mais c'est aussi de me poser des questions sur à quel point on est en conflit avec la réalité historique du développement des drogues, quel rôle ils ont joué civilisationnellement, etc., etc. Puis c'est là où je perçois une forme d'hypocrisie, au sens où comme... Gang, c'est ni un jouet ni un médicament, c'est vraiment plus que ça. Là, puis c'est là où. C'est la zone grise. C'est ça que moi, Ce qui a fait peur un peu aussi, c'est que la substance a été amenée par des mouvances de population. Donc, tu sais, ça a arrivé, on parlait tantôt de l'Asie, on a parlé de l'Afrique, on a parlé de la Jamaïque, dans les colonies indiennes. Comme, ça a permis de garder une forme de racisme envers ces populations-là. Parce que c'est associé, par exemple, aux Africains, aux Mexicains, puis ça a permis d'entretenir une certaine forme de peur, mais au-delà de ça, d'entretenir un racisme envers ces populations-là. Si on regarde le pourcentage de population, on pourrait dire africaine-américaine, dans les prisons aux États-Unis, c'est impressionnant de voir à quel point c'est des Latinos, c'est des Africains. Oui, exactement, tu sais. Puis ce que je trouve tragique de la situation actuelle, pour revenir un peu à l'aspect chamanique puis d'accompagnement là-dedans, c'est que les personnes dans les 10 ou 15 dernières années qui se sont formées, qui sont devenues aptes à conseiller, c'est les gens qui tiennent des dispensaires, c'est des gens qui accompagnent les malades au quotidien, c'est des gens qui, au-delà du cannabis, vont offrir des soins de santé, que ce soit de la massothérapie, que ce soit de l'accompagnement, que ce soit de l'herboristerie. Moi, je lève mon chapeau à ces personnes-là qui militent, qui se battent, qui vivent dans l'illégalité, d'une certaine façon, dans une zone grise légèrement tolérée, en fonction de la ville. Si je pense, par exemple, à la Croix-Verte, qui roule à Montréal, qui sont incroyablement bons, qui ont une approche, qui ont une médecine presque familiale. Il ne faut pas dire médecine parce que, bon, c'est pas de la... Bon. Mais qui donne un accompagnement. Moi, je suis membre de la Croix-Verte depuis 2015.
je faisais mes transactions par la poste parce qu'il n'y en avait pas d'ouverte à Québec. Si j'avais eu la chance d'en avoir une à Québec, je serais allé. Ce qui s'est produit l'année dernière, c'est qu'ils en ont ouvert une à Québec. Ben, par contre, après 3 mois, ils l'ont fermé. Donc, je ne sais pas si parce qu'il n'y a pas vraiment de crimes importants à s'occuper à Québec, ils ont décidé de focusser sur ces problèmes-là. Non, c'est pas ça. Non, mais tu sais, c'est pour tourner la chose au ridicule. Mais tu sais, puis avec le modèle qui s'en vient actuellement, ces personnes-là restent dans l'ombre. Puis ils n'auront pas plus le droit de faire qu'est-ce qu'ils font là que qu'est-ce qu'ils faisaient, même que je me demande s'ils ne seront pas encore plus punis. Tu sais. Mais c'est important ce qu'il dit, puis surtout pour la punition à la fin, mais il y a eu un stigmate de mis sur le cannabis. Tu te demandes pourquoi cette plante-là, mais c'est ça. Il y a eu un stigmate, ça a même été utilisé politiquement pour stigmatiser aussi les communistes, puis les manifestants anti-Vietnam, puis les travailleurs mexicains sans papier, puis c'est à peu près toujours aussi l'histoire de la prohibition, là, c'est associé à du racisme. Au Canada, c'était l'opium, c'est la première prohibition, mais ça a été utilisé politiquement pour stigmatiser les adversaires politiques, puis c'était pas, quand tu parles aux historiens, ils disent, mais non, c'était pas parce que c'était dangereux, c'était pas ça, tu sais. D'ailleurs, le cannabis faisait partie de l'encyclopédie des médicaments aux États-Unis avant son illégalisation. Oui, effectivement. C'était listé comme un médicament utilisé par... Je disais récemment là, que ça fait son entrée relativement tard dans le palmarès des médicaments préférés des médecins occidentaux, mais tu sais que ça fait longtemps qu'il y a des gens qui parlent que genre, en général, tu sais, quand il s'agit d'une maladie avec des douleurs, pas mal mon numéro 1 que je conseille au monde. On a une époque où les produits pharmaceutiques n'existent pas, etc., etc. Puis là, t'as ça qui trône, ou si tu t'en vas voir comme des vieilles traditions millénaires qui disent, tu sais, qu'ils savaient une affaire ou deux sur la médecine traditionnelle à l'endroit, puis qu'ils font toujours primer cette plante-là, par exemple, les usages médicinaux, etc. Puis, tu sais, je pense que beaucoup de gens à la maison doivent se demander, mais c'est quoi cette affaire-là? Comment ça, du jour au lendemain, c'est comme ça, si c'était toujours vu comme un médicament, comment ça comme... Ça, c'est en train de... Moi, évidemment, je pense que tu ouvres un livre, tu t'intéresses à la question, tu te rends quelque part, tu comprends cette espèce de processus, mais ça en dit long, honnêtement, sur la capacité d'un gouvernement à dire qu'une chose est bonne puis dire qu'une chose est mauvaise, dépendamment des intérêts. Comment l'alcool a évité de se faire de ça? Ben, l'alcool, il y a eu un mouvement de tempérance, ça a été vu comme le démon à une certaine époque aussi, mais ça fait tellement longtemps, puis personne de vivant aujourd'hui est né dans cette époque-là, fait qu'on est tous dans l'époque de la culture de l'alcool, puis que c'est là, puis c'est même... C'est assez fascinant, je le souligne souvent, là, de voir comment le cannabis ou les drogues, mais même le cannabis, c'est stigmatisé. Puis si t'en consommes, t'es stigmatisé. Mais l'alcool, c'est complètement l'inverse. C'est si t'en consommes pas que t'es stigmatisé. Fait que c'est vraiment... Quand tu regardes ça d'un point de vue neutre, objectif, c'est effectivement assez frappant là, comment la culture change la perception des substances. Puis ça change dans le temps et dans l'espace. Je pense qu'on a parlé des raisons principales. Tu as parlé des lobbies industriels reliés aux chambres en général. On a parlé du racisme. Puis on est devant ce constat-là. Puis aujourd'hui, la prohibition tombe et la consommation dans la clandestinité avait perdu ce lien culturel-là. On fume dans des ruelles entre adolescents. Il n'y a pas d'aînés qui nous dit comment faire. Qui nous encadre, ben oui. Qui nous encadre, etc. Et aujourd'hui, comme tu le disais, on passe à la pornographisation. On passe le gros marché fumé, ça va être le fun. Puis moi, l'opportunité que je vois, mais je la vois perdue, cette opportunité-là. Puis tout à l'heure, on en parlait. C'est quand même un pas, puis on va faire d'autres pas, puis on va évoluer en tant que société. Mais moi, mon rêve, c'est ce dont on a parlé, le craft weed, oui, le terroir, le produit terroir, localisé, d'une révolution paysanne, d'appellation d'origine contrôlée et un contexte aussi, tu sais, tu parlais de massothérapie assistée avec des cérémonies reliées à cette substance-là. Toi, tu penses que les normes vont arriver jusque-là? Je pense que ça va rentrer dans les mœurs. Les gens vont voir que c'est moins pire qu'ils pensaient. Puis avec le temps, puis les générations même, les gens vont être habitués, nés là-dedans. Puis on l'a vu avec l'alcool, la bière. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, la microbrasserie, tu sais, c'était Boréal, puis il n'y en avait pas d'autres. Ouais, puis même, c'était difficile pour les microbrasseries de faire leur place. Puis aujourd'hui, ben, Molson achète Trou du Diable, tu sais. L'abattage chez Archibald, tu sais. Mais à un moment donné, quand tu as un produit de qualité, tu es convoité. Après, reste à savoir l'intégrité de l'entreprise, puis la personne qui la gère, à savoir est-ce que j'embarque dans la grosse patente en me vendant ou est-ce que je continue d'être indépendant.
Ce qui est Mais difficile. il y en a en beaucoup restant. de microproducteurs actuellement de bière. Puis je pense qu'on va voir ça, mais ça va prendre un petit temps. Là. J'ai une question pour toi, Mathieu. Ils vont devenir quoi, tous les horticulteurs clandestins qui ont travaillé pendant des années? Ils vont continuer. Ils vont continuer. Puis C'est tout. j'espère que le marché légal va éventuellement, rapidement se réveiller puis les intégrer. Les parce que intégrer. ça, c'est vraiment Exact. un C'est une problème. expertise, on s'entend que ça s'invente pas du jour au lendemain. Mais il y a l'expertise puis il y a l'exclusion aussi. Parce que si un marché légal la prohibition qui a impacté davantage certaines personnes continue dans une légalisation à impacter encore ces personnes-là, on n'a rien réglé, on a continué encore à exclure des gens. Puis on n'atteint pas les objectifs de la légalisation parce qu'il va continuer à avoir un marché. Ouais. Puis ce qui est un peu rigolo là-dedans, c'est que les personnes qui ont eu des infractions en lien avec les stupéfiants ne sont pas admissibles à ces permis-là. Ils ne peuvent pas avoir accès à ces postes-là, à ces emplois-là, C'est assez frustrant. parce qu'ils ont eu des infractions. On va-tu voir une amnistie Ben là, ça, c'est généralisée? étudié. Il y a eu Peut-être. beaucoup de gens qui l'ont demandé. C'est pas exclu encore. Le gouvernement y songe. Ouais, c'est pas dans le papier, mais Mais bon, on est plusieurs à dire que la Californie est un modèle dans ce sens-là. Ils vont amnistier jusqu'à 75 pour toutes les personnes qui ont un dossier sans violence. Puis ils ont même subventionné l'industrie pour intégrer ces personnes-là dans le marché. Parce que souvent, c'est pas des gens qui étaient nécessairement, comment dire, des gros criminels méchants. C'est des gens souvent qui étaient stigmatisés dans des populations marginalisés, puis ça serait dommage de ne pas les intégrer. Puis ce que tu disais aussi, on a vu ça, je pense que c'est cet hiver, un policier haut placé à la GRC qui pourchassait les producteurs, puis vendeurs, puis consommateurs de cannabis, qui là va se partir dans le business, alors que celui qui se faisait arrêter, lui, il peut pas. c'est l'ancien chef de police pour le placer, tu sais, pour essayer de régir puis d'établir les processus. Tu sais. Tu dis, OK, tu fais un 180 complet avec une personne qui, toute sa vie, a lutté contre ces gens-là. Puis là, tu les places en position de décider du cadre actuel. T'sais. Oui, j'espère que l'espèce de classe underground, un jour, va avoir accès à ces postes-là. Et puis, comme on disait, peut-être ça va passer par le craft, peut-être ça va passer par la microproduction, peut-être que ça passera pas, mais j'espère vraiment que ça va passer. Puis, admettons qu'on adresse la question de... Tu sais, dans une optique, admettons que tu es rendu, que tu as envie justement d'avoir une approche personnellement médicale, tu n'es pas, admettons, un grand cancéreux. Tu n'es pas dans une situation où genre, c'est soit ça ou tu n'as pas d'autres vraiment options. Puis tu as envie de faire autre chose que juste comme get high, le plus high possible. Là, tu sais. Moi, mettons, ça fait un bout que j'entends plein de monde là, qui sont dans cet esprit-là. J'ai du monde qui disent, mais moi, quand j'étais plus jeune, je fumais. Puis moi, il me semble que j'en fumerais bien une petite trouche là, genre, qui va me mettre dans un bon petit verbe, etc. Puis là, le problème qu'on observe, puis ça, c'est un problème clairement beaucoup dû à la prohibition, mais je me demande, dans une forme de légalisation, est-ce qu'on peut réellement compter sur une explosion de la diversité? T'sais? Est-ce qu'on peut réellement compter sur, admettons, une offre plus grande par rapport à des produits qui, justement, sont présentés comme une alternative, comme grosso modo plus mollo à la maison, etc. Ou est-ce que vraiment le gouvernement, comme peut-être tu disais, Sam, va un peu faire plus... Si on commence à donner des petits conseils comme ça, c'est comme si on était en train d'inviter le monde à le faire. C'est comme si le gouvernement disait, ben écoute, au lieu de jouer au Lotomax 1 million, t'es peut-être mieux de te faire le petit gratteux 1000$ toujours 1000$ à toutes les semaines parce que genre, tu vas... C'est ça la zone au sens où... Je pense que si tout est un aspect monétaire, à un moment donné, ils n'auront pas le choix pour aller chercher une certaine strate de population qui ont consommé dans leurs jeunes années du cannabis qui n'était pas très fort. S'ils veulent aller chercher cette clientèle-là, ils vont ramener un cannabis avec un taux de THC inférieur à ce que les gens aspirent actuellement. Comme nous, notre génération, on est habitués, on a grandi dans un pourcentage plus élevé, une puissance plus élevée. Ben, j'ose espérer qu'ils vont essayer d'aller chercher différentes couches de population. Mais admettons, les défis horticulturels par rapport à ça, on parlait tantôt, admettons que quand c'est une grosse demande pour des purs sativa, là, c'est complexe, faire pousser beaucoup des plants si on rentre technique comme ça, ça va être le craft qui va gérer ces choses-là. Parce que c'est des variétés qui nécessitent des durées de floraison qui sont vraiment trop longues pour un rapport financier intéressant. Ce qui fait que je pense pas qu'on va avoir accès à des variétés qu'on pourrait dire sud-équatoriales.
Parce que ce qui est important, c'est produire, c'est la rapidité, c'est la quantité. On veut fournir le marché, on veut en vendre le plus pour en faire le plus, pour en vendre le plus. Ce qui fait que je pense que au niveau des entreprises qui sont mandatées actuellement pour cultiver et distribuer le produit, il ne faut pas s'attendre à avoir une grande diversité au niveau des specs complets de la plante. Je pense qu'ils vont se restreindre à... Ou N39. Ouais, au Québec Gold. Qui n'existait pas. qui écoute, ça c'est une autre histoire, tu sais. Le monde croit dur comme fer, le Québec Gold, le Québec Gold. Si on remonte dans les années 90, la police, quand ils font une saisie, ils vont pas dire on a saisi 45 plants de skunk numéro 1 puis 25 plants d'Afghanie. Ils vont dire on a saisi du Québec Gold. T'sais, eux autres, dans leur tête, ça pousse au Québec, c'est fort, on appelle ça le Québec Gold. Qu'est-ce qu'ils en savent de check 2-3 cocottes différentes? C'est toute la même chose. C'est ça, mais on part, c'est partir de loin puis créer une folie avec ça. T'sais. Si le monde disait Québec Gold, c'est l'hydroponique. À un moment donné, tu fais comme il faut absolument comme dissocier ces choses-là. Il faut partir de zéro, il faut travailler fort. quelque chose que je remarque il y a comme des avancées dans la notion automédicale maison qui sont des gros missteps, humblement, que je dirais, au sens où je lève mon chapeau à ces initiatives-là, mais je suis quand même relativement surpris, puis je vais le dire, je suis critique de des choses comme Leafly, au sens où que, même si je l'utilise, moi j'ai les outils pour l'utiliser d'une façon qui me convient, mais il y a des sursimplifications assez monstrueuses des fois, autant sur Leafly que au niveau du gouvernement, etc. Au sens où genre, je check, admettons que tu te commandes sur Internet un petit pot de cannabis légal, etc. Il dit 60% indica, 40% sativa. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mon chum, cette affaire-là? Ça veut absolument rien dire. Puis la plupart des gens qui disent tu sais, moi quand je fais du buzz, je vais parano, faudrait que je fasse un petit sativa. Je suis comme, mais sais-tu c'est quoi? Au contraire, mon chum. Es-tu au courant de qu'est-ce que ça fait des terpènes? Es-tu au courant de quels cannabinoïdes t'activent? Exactement. Tu n'aimes pas ça dormir quand tu fais du buzz? Ben, il va pas chercher de la myrcène. Si ça goûte l'anis, man, puis ça te gèle les lèvres, fume-en pas le matin, tu vas t'endormir à 11h. Mais tu sais, ta journée va être longue. Ta journée va être longue, c'est ça. Puis tu sais, on tombe dans une zone où le cannabis contemporain californien a viré complètement fou avec la notion de l'hybridation, avec les génétiques, rentrer le gros couche des montagnes hindoues avec, genre, dans des serres, puis avec une méthode, si on veut, hydroponique, etc. Puis tu sais, je pense que beaucoup de monde out there ne saisissent pas l'explosion de variétés génétiques que ça a occasionné, puis aussi l'explosion de ce qu'on pourrait appeler des génétiques foutues. Là, dans le sens que, genre, c'est pour ça, Mathieu, je t'inviterais peut-être à glisser un mot là-dessus, au sens où monsieur et tout le monde ne sont probablement pas au courant que qu'est-ce que ça veut dire une génétique foutue au niveau de qu'est-ce que ça a comme impact dans le marché, qu'est-ce que ça a comme impact comme au niveau de la consommation, au niveau de Combien de temps il reste, là? Parce qu'on part en je sais que je t'en lance une toffe, mais je me dis que... C'est parce que si, d'un niveau, disons, agriculture, okay? Si on part, on va dire que les souches qu'on connaît actuellement sont des croisements de variétés qui existaient déjà. Les variétés qui existaient déjà étaient très localisées sur différentes zones de la planète. Il y a un retour aux sources aujourd'hui qu'on appelle la course ou les strain hunters, ou les souches traditionnelles, les landraces, qui reprennent tranquillement leur lettre de noblesse, mais ces choses-là sont difficiles à aller chercher parce que c'est des plantes qui, à la base, n'ont pas des pourcentages très élevés et qui ne servent pas uniquement à la consommation. C'est des plantes qui les populations utilisent la même plante pour la résine, pour les graines, pour la fibre. Ce qui arrive, c'est que le gros danger actuellement, c'est qu'il y a une mode pour les strain hunters qui se promènent un peu partout sur la planète à essayer de trouver des souches normales. Et puis ces personnes-là se disent qu'en échange, ils vont donner les souches actuelles du marché pour aider le producteur ou le cultivateur à en produire plus ou pas. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, ça fuck complètement la population. Ce qui fait que normalement, c'est une chose qui se produit actuellement au Maroc. Il y a des gens qui sont débarqués là, puis qui ont regardé la chose aller, puis ils ont dit, nous autres, on est capable de te faire produire bien plus avec la même espace. Fait que là, ils ont fait, ah oui, comment? Et en fait, tiens, on a ces variétés-là, nous autres, que tu pourrais utiliser. Là, on est en train de perdre les poules génétiques, des places. Il y a une autre affaire aussi, c'est que les gens, aujourd'hui, ont tendance à cracher sur les variétés traditionnelles en regardant l'image d'une fleur. On parlait de la pornographie tantôt. C'est sûr que si tu prends une variété qui vient du Népal ou qui vient des montagnes, tu n'auras pas une fleur hyper dense, qui soit hyper propre, trimée, tu sais, vraiment, c'est une fleur qui va être super goûteuse, qui va être vraiment intéressante. Sauf que
vu que tu proposes pas le produit que les gens connaissent, ils crachent dessus. Mais en crachant dessus, ils comprennent pas que tout ça part de quelque part, tu sais. Fait que si tu craches sur qu'est-ce que tu avais avant en regardant ce que tu as aujourd'hui, tu n'as clairement pas compris le processus. Tu sais, je veux dire, c'est une forme d'évolution, c'est une forme de comme dans n'importe quoi, il y a des chiens qui se sont croisés pour faire des nouvelles races. Ben, c'est un peu la même chose avec le cannabis. Ça se fait avec d'autres plantes aussi. C'est juste qu'il ne faut pas perdre le focus sur ce qu'on a aujourd'hui vient de quelque part. Puis ce qu'il faut aussi penser, c'est que c'est un parallèle très douteux que je vais faire, mais donne des fusils à des gens qui n'en ont jamais utilisé, tu viens de fucker leur méthode de chasse, tu viens de perdre des traditions, tu sais. Enfin, c'est un peu la même chose. Tu donnes des choses du Nouveau Monde à des personnes qui ne le connaissent pas, ils vont l'exploiter, mais ils vont perdre les ressources et les références qu'il y avait. C'est un peu pareil avec le cannabis, tu sais. On s'assoit à regarder des choses, à ouvrir des magazines, à dire oh, « je veux ça, je veux ça, je veux ça, faut que je fume ça, faut que je fume ça ». Tu sais, les concentrés, les extraits, c'est super. Il y a un public pour ça, il y a une clientèle pour acheter ces produits-là. Sauf que les gens qui ne jurent que par ça ont oublié d'où le produit vient. Il faut tu sais, je veux dire, si tu bois de la bière, c'est parce qu'il y a de l'orge, tu sais. Si tu bois du vin, c'est parce qu'il y a du raisin. C'est pas dire « Ah, le raisin, c'est de la marde, moi, je bois du vin ». C'est un peu la même chose. Oui, c'est ça que je trouve fou. Puis un élément qui est capoté par rapport au strain hunting, c'est que j'en regardais un l'autre jour, tu sais, c'est les gars de... Je pense que c'est les gars de DNA Genetics qui étaient Ouais, non, c'est les gars d'Amsterdam, excuse-moi. Ils sont au Congo, tu sais, puis ils sont en mode strain hunting, tu sais, puis ils débarquent dans un... Tu sais, en même temps, c'est vraiment juste le paradoxe de cette situation-là. Ils débarquent au fin, tu sais, ils partent en expédition. C'est un show de TV, c'est une télé-réalité. La situation est tellement complexe qu'ils partent en mode, bon, on part 3 semaines de temps dans la grosse jungle congolaise à la recherche d'un espèce de land race qu'on sait très bien avec nos réseaux qui n'est pas en train de commercialiser. Ils passent une semaine à jaser à des locaux, etc. Finalement, il y a des locaux qui acceptent de leur montrer les quelques plans qui ont survécu à la trime que la police a faite récemment. Puis là, ils leur montrent les graines, puis là, eux autres sont tous contents, ils ont finalement trouvé les strains, tu sais. Puis là, t'as comme un beef qui pogne dans le backdrop parce que t'as comme le reste du village qui comprend qu'eux, ils vont se mettre riches en titi avec cette idée-là, tu sais. Puis là, c'est comme un peu... OK, mais t'as peu, là, ça, c'est genre mes ancêtres qui font pousser ça depuis tellement longtemps. Toi, tu viens collecter les graines, t'as rien payé pour, puis toi, tu t'en vas comme te mettre genre riche absurdement là avec ça, tu sais, genre y a-tu puis là le gars qui fait le commentaire il demande mais tu comptes-tu un peu comment tu comptes admettons genre tu vas-tu leur redonner des taxes puis tu sais ou genre ou de leur donner tu vas-tu leur shooter des profits puis il est comme tu sais ben non genre tu sais puis j'imagine que chez eux aussi ça a inspiré des notions parce qu'il y a des questionnements parce qu'il faut noter qu'un des deux est mort de la malaria là, en essayant de s'impliquer dans etc. Mais mon point c'est plus de souligner que genre même le strain hunting a ce genre actuellement, aux États-Unis, avec l'ouverture du marché, il y a 2 problèmes à ça. Il y a une surproduction pour ce que le marché est prêt à payer puis à acheter, ce qui fait qu'il y a une chute de prix puis c'est en train de tout scraper le potentiel génétique des variétés offertes. Par contre, il y a des collectifs aux États-Unis d'Afghans, de Népalais, d'Indiens qui sont mis ensemble puis qui ont fait affaire avec leurs familles, leurs amis là-bas, où ils vont récupérer des graines de variétés isolées et qui vont les rendre disponibles au public, mais les profits de ça retournent aux populations. Okay. Comparativement au Strain Hunter, comme tu parles, où ils ont fait un voyage justement au Népal, tu sais, puis tout ce qu'ils ont fait en échange, c'est remettre une maison avec 3-4 planches puis de mettre une plaquette, tu sais, sur la maison pour dire on est passé par ici, tu sais. C'est ça, c'est risible. Tu sais, tu dis, OK, ils vont faire une fortune sur le dos de ces pauvres gens-là, puis ces pauvres gens-là, avec tout leur cœur et leur belle volonté, ils leur ont offert ce qu'eux autres avaient, tu sais. Puis en échange, souvent, c'est ça, ils leur donnent une poignée de leurs graines à eux autres, puis ils viennent de tout fucker la patente. D'où l'importance de garder une culture paysanne reliée à ça, tu sais, parce que c'est notre matériau de base, ces génétiques-là qui proviennent d'un processus évolutif de long terme. Nous, on arrive, on les croise, on fait des hybrides hyper fragiles. Il y a une maladie qui rentre là-dedans, puis au Maroc, on a perdu notre landrace de base. On est foutu. Tu sais, pour parler vraiment, là, un truc vite fait, là, il y a la mode du Girl Scout Cookie aux États-Unis, que tout le monde capote sur le Girl Scout Cookie, mais dans les 3 dernières années, la presque totalité des hybrides a du cookie dedans. Mm-hmm. Ce qui fait qu'après ça, tu veux repartir avec des variétés, tu es pogné avec le cookie dedans tout le temps. Tu n'es pas capable d'aller repartir. Puis souvent, les gens... Ils vont prendre une variété, ils vont faire une batch de graines vite faite, ils vont se faire un beau branding, ils vont distribuer ça à grande échelle au gros prix. À la fin du compte, tu n'as rien de stabilisé. Tu vas partir 10 graines, tu vas avoir 10 plantes complètement différentes. Là, il faut que tu chasses le phénotype, il faut que tu réétablisses tes affaires, il faut qu'en profil...
Moi, c'est Quand un casse-tête. à absolument, la là, base, tu prends une pollinisation ouverte, tu vas planter 15 graines, tu vas avoir 15 plantes sensiblement pareilles comparativement au croisement génétique non stable. Puis c'est un danger aussi de contamination par la non-stabilisation, dans le sens où les hermaphrodites vont sortir, les plantes deviennent hyper fragiles au stress. Tu regardes ça, il y a des plantes qui survivent jusqu'au mois de décembre, là, dehors, dans la neige, puis tout. Puis les plantes, ils restent femelles jusqu'à la fin, puis il n'y a pas de problème. Puis il y a des nouvelles variétés où tu as juste un petit faisceau de lumière qui traverse ta pièce. Tu viens de scraper tes affaires. Il y a des fleurs mortes qui rouvrent là-dedans. Ça vient tout contaminer. Ça crée une fragilité dans l'écosystème, si on veut, du cannabis. T'sais. Puis, Jean-Sébastien, comment tu penses que ça peut affecter, admettons, cette espèce de... Parce que moi, j'ai vu, admettons, des personnes sur Internet, je peux pas t'offrir ma perception personnelle, mais des personnes vont, par exemple, dire à des growers tout à fait legit, ils vont dire, ben, honnêtement, vous dites vous vendez ça, mais ça va pas de la dombe votre affaire, etc. Puis, admettons, vous dites, c'est pas vrai que votre génétique est dope, etc. Tu sais, comment le monsieur aime tout le monde qui souhaite peut-être évoluer là-dedans, genre essayer d'avoir, de se dire, ben OK, genre, je peux essayer d'apprendre des choses, avoir une approche moins dommageable pour moi, en quelle mesure je peux actually pour vrai rentrer au magasin puis me dire c'est ça qui se donne, ou genre est-ce que le magasin est le lieu pour trouver ces ressources-là, pour t'orienter avant d'arriver là, ou est-ce qu'il faut que tu fasses tes devoirs chez vous tout seul, tu arrives au magasin puis tu sais ce que tu veux, tu sais. C'est comme un peu, est-ce que tu débarques à l'épicerie puis tu demandes au métro épicerie qu'est-ce que je devrais manger pour éviter d'être malade, genre, tu sais, ou genre, tu sais, c'est comment ça va, tu sais, puis je sais qu'on va tous le découvrir un peu en même temps, mais c'est des questions comme ça que je trouve folles, là. Ben là, ça va dépendre de qu'est-ce qui est offert déjà, parce que c'est bien beau de faire tes recherches toi-même, mais si t'arrives à la SQDC puis qu'ils ont 2 produits, ben t'as beau chercher quelque chose, s'ils l'ont pas, ils l'ont pas. Puis ça va être un réel défi parce que, comme je disais tantôt, le contrôle de qualité, il est pas si évident. Savoir vraiment ce que c'est dans une grosse industrie où les contrôles sont fragiles, tu sais, je pense qu'il va y avoir... Puis même la SAQ, le vin, des fois, ils testent, puis il y a des... Les taux d'alcool sont pas représentatifs de ce qui est sur la bouteille. Exactement, tu sais, fait que ça sera pas parfait. J'ose espérer que ça va aller en s'améliorant, quoique ce que tu viens de nous dire est inquiétant. C'est toute la question de la production agroalimentaire de masse. Ça se pose comme question. Ça se pose toujours, pas juste pour le cannabis. Là, non, c'est à large échelle. Fait que, tu sais, c'est tout un programme politique, finalement. Faut vraiment... surveiller ça de près, mais bon, j'ose espérer qu'on va réussir à avoir des produits qui vont avoir de l'allure, puis j'ai bien hâte de voir, je l'ai dit tantôt, mais l'éducation des conseillers, la SAQ. Actuellement, ils sont formés, là, je sais pas trop par qui. Peut-être qu'on va être surpris, mais j'ai l'impression que ça va partir un peu tout croche, puis qu'ils seront pas si connaissants que ça. Puis, tu sais, en même temps, il y a une connaissance ancestrale, des artisans, mais quand on regarde d'un point de vue vraiment plus scientifique, c'est tout à développer. On ne sait pas tant que ça quelle souche fait quoi exactement. Tu sais, comment je dirais, il y a un peu de science molle là-dedans aussi. Fait que c'est difficile de vraiment s'attendre à quelque chose de solide, rigoureux comme information, puis comme accès aux produits qui font ci ou ça, qui t'aident à dormir, qui te réveillent. Ça varie aussi d'une personne à l'autre. Oui, complètement. Puis il faut le mentionner, le système endocannabinoïde a été découvert, ça fait même pas 60 ans. Je veux dire, la science a découvert l'existence d'un système natif de gestion des cannabinoïdes dans tous les humains, que tu n'aies jamais fumé du buzz ou que tu en fumes à tous les jours depuis que tu es petit. Tout le monde a ça. Tu sais, maintenant, plein de tabous existent sur ces questions-là, parce que le monde n'a pas des systèmes endo-alcooliques. Là, tu sais, je veux dire, c'est comme... Mais bon, il y a toute cette notion-là, mais t'es comme... J'écoutais une conférence récemment d'une médecin qui, elle, s'est spécialisée dans les 20 dernières années à faire ses recherches sur des formes de cannabis médical. Puis elle, c'est spécifiquement son sujet de recherche, c'est le entourage effect, ce qu'ils appellent. C'est-à-dire que comme... Par exemple, c'est une sursimplification du cannabis de présenter comme ben, tu as le THC puis le CBD, puis ensuite tu as tel type de terpène. Parce que l'entourage effect fait en sorte que c'est au millimètre près, non seulement tes prédispositions personnelles, mais ta tolérance à tel type de terpène, comment ça t'affecte toi, etc., etc., etc. Puis là, elle expliquait que comme on tombe dans une zone où elle, ça fait longtemps qu'elle aimerait explorer, de faire des expériences sur différents types de entourage effect, mais que la loi l'empêche, par exemple, etc., etc. Puis qu'elle tombe dans une zone où elle dit, ben tu sais, il y a des aberrations que j'entends, comme par exemple, t'as pas besoin d'aucun THC pour avoir accès au CBD, tandis que genre t'as besoin de la clé de minimum, un genre de mini pourcentage de THC, activer le récepteur endocannabinoïde, puis là le CBD peut rentrer dedans. Fait que là, mettons, moi je me balade, quelqu'un me parle, hey man, j'ai cette affaire-là, 0% THC, il est plein de CBD, je suis comme, tu comprends que ça se passe pas, là, il y a rien qui se donne, fait que genre, puis elle expliquait, t'es comme,
on vient de catégoriser qu'il y a plus que 100 types de cannabinoïdes, puis on découvre des nouvelles types de terpènes à tous les jours. Fait que rendu là, genre, moi, j'en connais 2, puis genre, la plupart du monde connaissent 2 cannabinoïdes, puis connaissent 10 terpènes, puis sont déjà vraiment avancés. Les là, possibilités sont vraiment multiples. Puis là, on a encore, au niveau des études animales, dans plusieurs cas, mais il y a plein de possibilités. Il y a même des cannabinoïdes qui pourraient avoir des effets contre l'obésité. Tu sais, le trip de bouffe, là, il y aurait des cannabinoïdes qui casserait ce trip de bouffe-là. Puis il y a même des gens qui disent qu'on pourrait prescrire ça à des personnes obèses pour les aider à... Fait que oui, effectivement, il y a énormément. Puis on ne sait pas non plus, effectivement. On parle beaucoup de CBD, puis la science ne sait pas quelle quantité de THC est utile pour activer le CBD. C'est juste un peu ou plus? Est-ce que les bénéfices sont plus grands à tel mélange? Tout ça, c'est de la recherche, là. Il y a vraiment énormément à faire pour le monde dans la botanie. C'est ça qu'on dit, botanique. Puis il faut collectivement, je pense, prendre 2 secondes pour se dire, OK, on est témoin de quelque chose, mais au-delà d'être témoin, est-ce qu'on veut être acteur de cette chose-là? Est-ce qu'on veut juste regarder, puis discuter, puis critiquer ce qui est en place, ou on décide qu'en tant qu'individu, en tant que collectivité, on prend part à ça, puis on l'aide à l'élever à un niveau qui intéresse tout le monde, à un niveau qui peut être utile, à un niveau qui peut être éducationnel, qui peut être médical, qui peut être thérapeutique, qui peut être récréatif, mais il faut je pense qu'il faut prendre part à ce mouvement-là. On peut pas juste rester dans notre coin puis le critiquer, on n'avancera pas personne. On est dans un contexte actuellement où moi j'ai participé dans la dernière année et demie, 2 ans à plusieurs colloques, tu sais, puis tout le monde est là, sauf les amateurs. C'est assez fascinant de voir qu'il n'y a pas de parole de donner aux consommateurs. Tu sais, t'as les médecins, t'as les spécialistes, les chercheurs, les gens, la police, tout le monde, là. Les politiciens, sauf les principaux intéressés. Fait que t'as raison, je pense qu'il va falloir approcher ça puis s'impliquer, mais là on est encore juste dans, il y a une drogue là, elle est dangereuse, là on va la légaliser pour que ça aille mieux, puis là juste comme je vais juste faire comprendre ça là, tu sais. Il y a un bout à faire avant d'être oui. Mais comme tu disais tantôt, en 2008, tu y croyais pas. Non, c'est ça. Il y a 10 ans, on y croyait pas. Ouais. Puis là, j'y crois. On est dedans, là, on va le voir. Puis, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une résistance ou un tabou à adresser les questions comme que les gens vont avoir l'impression de ne pas en arrière? Tu sais, par exemple, moi, je me souviens que l'espèce de... Ce que j'entendais surtout quand j'étais petit par rapport au danger que j'avais et que je courais en tant que consommateur, en tant que fumeur, tu sais, c'était au niveau de... entre guillemets, développer des troubles mentaux, des troubles psychotiques, etc., développer le cancer du poumon, etc., de littéralement comme perdre la mémoire complètement, etc. Puis je m'en tirais pas, j'ai observé plein de types d'effets négatifs chez certains types de personnes. C'est une question tellement complexe, tu sais. Mais est-ce que ça va être tabou d'adresser ces questions-là, genre de comme, OK, c'est-tu un tabou de dire au monde, genre, les gens vont-tu le voir comme difficile à croire, tu sais, que comme, choisis des strains qui n'ont pas de myrcène, tu dors pas, puis assure-toi qu'il y a ton croisement de la pinène dedans, puis tu limites les effets du THC sur ta mémoire à court terme, etc. Puis les gens vont peut-être en train de se dire, OK, mais tu es juste en train de trouver une façon de pouvoir fumer tous les jours de ta vie, dans le fond, de maintenir ton addiction en limitant les effets négatifs de la chose. T'sais, est-ce une stratégie qu'on pourrait appeler une approche médicale, ou plutôt est-ce une stratégie de juste comme, je me trouve une façon plus agréable d'être un toxicomane, là, au sens où je pense que plein de monde sont un peu sur le bord de ce questionnement-là. T'sais. Les représentations sociales des drogues ou des médicaments ou de l'alcool ou des substances psychoactives, ça change beaucoup, beaucoup dans le temps, dans l'espace. Ce que tu dis, est-ce que ça va être tabou de mieux gérer sa consommation pour avoir moins de conséquences, quitte à justifier une consommation quotidienne? Il y aura toujours des gens qui vont penser que c'est pas bon prendre quoi que ce soit, même des médicaments. Il y a des gens qui ont cette vision-là, même par rapport aux médicaments. Là. Toute substance, c'est pas bon, c'est pas naturel. Cette vision un peu morale-là changera pas, dans le sens qu'il va peut-être en avoir moins, mais il va toujours en avoir, puis ça, tu convaincs pas. Mais je pense que il y a quand même presque Éduc Alcool nous dit qu'on peut consommer du vin tous les jours, là,
C'est quasiment le message, c'est on boit pas tous les jours, mais presque. Puis faut prendre 2 puis 4 pour. Oui, c'est ça, la femme s'étend, le gars s'étend. Après, tu prends pas en considération de la hauteur. Fait que j'ai l'impression que plus ça va progresser, moins ça va être tabou, ce que tu dis, tu sais, d'avoir une consommation, une culture plus du goût, puis de réduire les méfaits de ta consommation. Tu sais, je pense que ça va être nécessairement plus accepté que ça l'est maintenant. Ouais. Avec les gars, le 17 octobre, vous allez être où? On y. Moi, je pense que je donne une conférence Probablement. Virage 1000 de l'université. Je vais faire la même chose que le 16. Écoute, j'adore ça. Ouais. Moi, je vais être en France, dans un pays où, écoute, je vais pas pouvoir, sur les lieux, constater l'apocalypse. mais je pense que je vais le regarder de loin puis trouver ça. C'est toujours temps d'y prendre part au retour. Ouais, c'est ça. Écoute, Moi, j'ai bien hâte, en tout cas, de voir le 18, les gens consommer sur le trottoir un joint puis se faire regarder croche par tout le monde. Parce que ça va quand même ça non plus pas changer. Ouais, c'est ça. Vas-tu avoir un 18 ou on verra pas? ouais, c'est ça. Est-ce que le 18 octobre, on va avoir le gouvernement qui fait, hey, quoi, on s'est trompé, la gang. On ferme la shop, man, il y a eu trop d'appels. Tout le gouvernement va rentrer sur le pot au lieu de sur l'alcool. C'est ça, exactement. Puis là, il va peut-être avoir une belle surprise, peut-être pas. Il va peut-être se mettre à capoter, tu sais. Mais j'aimerais peut-être, genre, juste adresser une mini-affaire un peu en conclusion, parce que le temps file rapidement. Je dirais que, tu sais, moi, une des expériences qui m'a le plus... C'est vraiment, ça a beaucoup motivé la volonté là, d'en parler aujourd'hui. Tu sais, c'est que moi, la stratégie de c'est juste mauvais pour moi ou c'est juste bon pour moi, elle m'a mené finalement au même spot. C'est juste, ça prend du temps avant que l'une stratégie me mène à l'autre. Puis là, que j'ai fait le tour une couple de fois de cette dynamique-là. Puis j'en suis arrivé au stade que, ben écoute, genre humblement, ben par rapport à cette substance-là, je vis clairement une forme de dépendance. Et maintenant, la stratégie blanc-noir fonctionne pas pour moi. La stratégie d'apprendre des choses là-dessus, me poser des questions, en parler, partager, ça m'a fait faire des pas de l'avant que je trouve incroyable. Maintenant, si je prends cette espèce de métaphore-là et je l'applique à la société, moi, je suis content que le monde soit en train de se parler parce que je me dis, crème en tant que société, on peut peut-être faire un petit pas en avant. Tu sais, moi, je sais que pour moi, je suis pas rendu encore au stade où je suis capable de genre, faire un X là-dessus. Puis le fait d'en parler, le fait de lire là-dessus, ça m'a tellement aidé que... Ben, je suis content que tu ramènes ça parce qu'effectivement, je pense que c'est ça le défi de ni rendre ça comme obligatoire, ni une mauvaise chose. Faut vraiment... Puis ça dépend des personnes. J'ai vu un t-shirt l'autre fois, j'ai vraiment aimé. C'était Say Perhaps to Drugs. Tu sais, c'est pas say no, c'est pas say yes, c'est say perhaps. Puis vois en fonction de toi, du moment, de quoi, de quand. Puis effectivement, je pense qu'il va falloir que ça devienne quelque chose... Il y a des gens en santé publique qui disent qu'il ne faut pas normaliser le cannabis. Moi, au contraire, je pense qu'il faut le normaliser. Peut-être pas le banaliser, tu sais, ni le normativiser. Il ne faut pas que ça devienne obligatoire. Mais je pense qu'il faut que ça soit quelque chose comme bien d'autres choses, que si tu le fais, c'est correct. Puis si tu le fais pas, c'est correct. C'est pas un qui est mieux que l'autre. Puis oui, ça dépend beaucoup des personnes. Puis tu peux pas dire c'est bon, c'est mauvais, malgré la tendance de l'être humain à tout vouloir voir de même. C'est pas comme ça, c'est plus compliqué. Puis c'est important de garder cette fine ligne-là de relativité en fonction des personnes, du contexte puis du produit. Tout à fait. Je me souviendrai toujours du jour où, parce que je tripais tellement sur le fait de sentir les terpènes, parce que j'étais en train de découvrir c'est quoi, ça faisait 2 heures que je les sentais, j'avais rien fumé encore. Je vous laisse sur cette réflexion. Merci de nous avoir reçus. Merci de l'invitation. Ça va un plaisir, Très merci cool. à vous autres. Puis, vive la zone grise, en fait, parce que c'est ça qu'on... c'est Ouais. ça que je pense qu'il est... Ben, c'est ça que- développons-la. La zone verte, la zone verte. Puis, don't just sedate, medicate, meditate, and have fun. Merci, messieurs. Merci à vous. Bass.